têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Tout l'été, vous revivez les meilleurs moments des grosses têtes à savourer tous les après-midi et jusqu'à 18h. Bonjour. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. Bonjour. Sans s'être donné le mot, l'académicien Pierre-Jean Rémy et le jardinier en chef Alain Baraton ont choisi de faire revivre le château de Versailles. Rémy lui consacre un monumental ouvrage, rejoignant ainsi Racine, Boileau et Molière, dans la talentueuse phalange des écrivains devant beaucoup au roi Soleil. Il raconte comment le château de Vaux-le-Vicomte, construit par Fouquet, a donné l'idée à Louis XIV d'édifier son propre palais, avant de faire emprisonner Fouquet pour avoir confondu le trésor public et sa cassette. Passé par les ambassades, par la Villa Médicis et par la Bibliothèque nationale, Pierre-Jean Rémy, qui publie 2 livres par an depuis 5 décennies, est un monstre de culture historique, littéraire et lyrique. Ainsi fait-il revivre le grand siècle avec ses 20 000 courtisans, ses fêtes somptueuses, son hygiène déplorable, ses festins et ses débauches, en regrettant que le domaine ait perdu de son lustre sous Louis XV et sous Louis XVI. Asseyez-vous, mon cher maître, et considérez-vous comme placé en garde à vue. C'est le signal, oui. Pierre-Jean Rémy, connaissez-vous maintenant tous les coins et recoins du château de Versailles? Oh, pas vraiment, parce que je pense qu'il faudrait une vie entière pour les connaître. Mais vous avez eu accès à des endroits que le public ne visite pas. Moins à l'occasion de l'écriture de ce livre que lorsqu'un de mes amis en était conservateur, pas conservateur principal, mais je me suis beaucoup promené avec lui. Il avait un superbe appartement dans le château que, par les temps qui courent, on l'obligerait peut-être à quitter. Ah ben, il y avait des locaux dont pouvaient bénéficier les parlementaires, oui, et ceux-là, on leur a retiré. Hein. Oui, non, là j'imagine qu'on les a donnés à des squatteurs, à des gens sans logis. Ou peut-être à des conservateurs. Oui. En matière de château, qui a copié l'autre, Fouquet ou Louis XIV? Alors, c'est Vaux-le-Vicomte qui a précédé ou c'est le château de Versailles? Non, c'est Versailles qui a précédé le premier Versailles. Mais Vaux-le-Vicomte a été construit et ça a donné l'idée funeste pour le propriétaire de Vaux, à savoir Fouquet. Ça a donné l'idée à Louis XIV de faire la même chose. Mais il n'a pas pardonné à Fouquet les dépenses qu'il avait pu faire, peut-être avec l'argent public d'ailleurs. Voilà, c'était surtout ça. Fouquet était surintendant des finances et il puisait largement dans le portefeuille de l'État, sinon dans celui du roi. Il a fait construire ce superbe château de Vaux-le-Vicomte. Il a donné une grande fête qui est entrée dans l'histoire. À laquelle le roi était invité. Et oui, et le roi est arrivé, il faisait la gueule, si j'ose dire, parce qu'il se rendait compte que c'était très beau. C'était très beau, c'était somptueux. Ça avait été construit par 3 personnages extraordinaires qui étaient Levaux, architecte, Lebrun, peintre, et le nôtre qui faisait des jardins. Et du coup, 3 jours après, quelques jours après, D'Artagnan arrêtait Fouquet, on le mettait au trou, et Louis XIV reprenait les mêmes, et à partir de 1661, il commençait à réfléchir à Versailles. Et Fouquet n'est pas sorti de prison. Fouquet n'est jamais sorti de prison. Qu'est-ce que la construction a coûté en vie humaine et en argent?
Les chiffres, je suis bien incapable de vous les dire parce que la construction s'est étalée sur tellement d'années qu'il est difficile de dire. En vie humaine, mais ça a été démentiel parce que il y a la construction du château, des jardins, il y a le prix de l'eau pour alimenter les machines. Et en vie humaine, il y a eu à la fois beaucoup d'accidents mortels, des gens qui se sont tués, et puis il y a eu énormément de maladies professionnelles, puisque travaillant dans un terrain qui était particulièrement marécageux, infecté, beaucoup d'ouvriers sont tombés malades et sont morts. Donc ça a coûté très cher à ceux qui construisaient, très cher à la Cassette Royale et très cher à la France. Quelle fut l'implication personnelle du roi Soleil dans la conception du château et des jardins ? Présent. C'était un roi omniprésent. Il était partout et lorsqu'il n'était pas content de quelque chose, il le faisait refaire. On raconte que certains bosquets ont été faits 2 fois, 3 fois, 4 fois parce que il avait une idée et il voulait le recommencer. Et puis surtout, il était... On y reviendra peut-être, mais c'était pour lui une espèce de grand projet politique et il voulait que ça corresponde exactement à ce qu'il voulait en faire. Est-ce qu'on aurait la même image de Louis XIV sans Versailles ? Parce que vous vous rappelez qu'il était petit, pas beau, vérolé. Oui, il était petit, il n'était pas très beau, il avait été malade, il avait perdu à peu près tous ses cheveux. Mais au début, il était assez charmant sans plus, il avait de l'élégance, il savait danser. Et c'était le roi. Et puis c'était le roi. Mais simplement, il a réussi à se faire une image extraordinaire, à la fois par des perruques qu'on lui faisait, etc., mais surtout parce qu'il a été transformé pour la postérité par les peintres, par les architectes qui l'ont magnifié dans ce château. Le château, c'est... Et lui-même payait de sa personne. Hein. Si on l'appelait le roi Soleil, c'est parce qu'il dansait un ballet. Voilà. Alors, tout de suite, il a aimé l'espèce d'analogie qu'on faisait entre lui et le soleil. Et très jeune, je crois à 15 ans, il a dansé un ballet dans lequel il représentait le soleil. Alors, il existe des reproductions du costume qu'il portait, avec un soleil au milieu. Il était très beau. Combien de courtisans et de serviteurs vivaient-ils à Versailles ? Aussi là, ça a beaucoup changé au cours des temps, mais c'était autour de 15, 20 000. C'était alors, il ne tenait pas dans le château. Il s'était égayé autour. Justement, au départ, le château était une petite cellule qui, avec les années, s'est agrandie jusqu'à devenir tentaculaire. Et puis, elle a dépassé le château même et on a commencé à construire des logements pour les courtisans, pour les fournisseurs du roi, y compris le parc au Cerf pour les jeunes filles qui seraient à la disposition de Louis XV. C'était énorme, c'était une véritable ville. Et le château lui-même était une ville. RTL, les grosses têtes de l'été. Les coulisses de Versailles n'ont plus aucun secret pour lui. Pierre-Jean Rémy, académicien, est l'invité de Philippe Bouvard dans ses grosses têtes de l'été, une émission déjà diffusée le 30 octobre dernier. Ce superbe album, avec de très très belles photos, mais c'est aussi ce qu'on attend à côté d'un texte prestigieux. Il est beaucoup question des jardins, et le jardin auquel Jean-Pierre Coff avait consacré un livre. Hein, avec Alain Baraton. Vous l'avez rencontré, Alain Baraton, le jardinier en chef ? Non, je ne l'ai pas rencontré. Non, je sais très bien qui il est parce que c'est une vedette. Mais oui. Mais vous l'avez pas vu. Non. Ben, je vais vous faire entendre parce qu'il fut un jour notre invité d'honneur. Il avait publié un livre lui aussi sur le domaine de Versailles et il avait peut-être que vous connaissez l'anecdote, surpris plusieurs fois une étrange visiteuse. C'est une amoureuse du parc, c'est une femme assez énigmatique, assez silencieuse, toujours seule, parfois avec un petit chien, mais le plus souvent seule. Et elle est là et elle semble méditer. Et après la tempête, elle revient. Elle revient, elle me téléphone effectivement et elle me supplie, je dirais, de lui montrer le jardin. Et j'accède finalement à sa demande et je l'emmène au fond du parc, là où elle souhaite effectivement observer au mieux les dégâts des jardins. Et il est vrai que je suis très surpris, car le temps de me retourner pour allumer une cigarette, eh bien, le manteau de la dame est tombé, sous le manteau, rien, et cette dame me regarde fixement. Elle est entièrement nue. Eh bien, je n'ai pas souhaité que cette histoire, et je sais que cela va faire sourire, que cette histoire devienne glauque, donc je me suis simplement contenté de remettre sur ses épaules le manteau. J'aurais fait comme vous, menteur. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes, ou il y a au moins une très célèbre histoire de fantômes dans Versailles. Ce sont 2 vieilles demoiselles anglaises qui se promènent dans le parc de Trianon, je crois à la fin du 19e, au début du 20e,
et qui voit tout d'un coup, autour du temple de l'amour, un couple merveilleux, c'est Marie-Antoinette et Fersen, qu'elles ont vu et elles ont écrit en racontant cette histoire. Alors, il y a le nôtre, mais il y a aussi la Quintinie, hein. Ah ben ça, c'est le potager, la Quintinie. Oui. C'est le seul, probablement, jardinier, pour moi, important de Versailles. Le nôtre, c'est quand même pas un jardinier. C'est un architecte. C'est un architecte de jardin, mais c'est... Il a inventé un style. Il a inventé un style, alors que... Le jardin à la française, c'est lui. Hein, non. On plante toujours les carottes de la même manière, non ? On plante toujours les carottes avec la tête en bas, non ? On ne les a pas plantées la tête en haut. C'est une semence en général, c'est une semence, hein, d'accord. La carotte, ça commence par ça. Non, il a quand même inventé les espaliers, tous les buis la taille taillés. des arbres, c'est quand même lui. L'artopierre, c'est lui qui l'a inventé. Non, pas l'artopierre, non. Vous me parlez de la Quintinie. Oui. Dans le potager, il a énormément fait avancer les choses quand même. On continue toujours. Il y a toujours des légumes, hein, là-bas. Oui, bien sûr, oui. Le nôtre a inventé l'arbre à millefeuilles, quand même. Et est-ce que c'est les mêmes légumes ou est-ce que ça a beaucoup changé, les légumes, maintenant, non ? Pas tellement, parce qu'il mangeait énormément de petits pois. Mais ça a changé, parce qu'il y avait des figuiers à Versailles, vous savez, où il y a l'école maintenant. Il y a des figuiers à Versailles ? Ah bien sûr. Il y rentrait, bien sûr. Qui profitent des légumes de Versailles ? Ils les vendent. Ils les vendent régulièrement, il y a une vente. Il y a un marché. On vient le samedi matin acheter les légumes de Versailles. Pourquoi l'hygiène était-elle aussi déplorable dans le château ? Parce que si on avait déployé autant d'ingéniosité pour les toilettes que pour les jeux d'eau, ça aurait senti moins mauvais. Les toilettes existaient déjà assez peu dans les maisons particulières. Il y avait regardez l'image traditionnelle des rues de Paris dans lesquelles on vide le pot de chambre dans la rue. Donc, non seulement le tout à l'égout n'existait pas, mais les commodités en question étaient très très réduites. C'est pour ça qu'il fallait traverser les cours et les escaliers avec un parapluie. Oui, et puis surtout en se bouchant le nez, parce que c'était absolument... Mais alors, dans le palais du roi, c'était pas mieux. C'était pas mieux, c'est seulement à partir de Louis XV qu'on a commencé à construire davantage de toilettes. La cour quittait le palais tous les ans pendant quelques mois pour que... Ça aérait un peu. Oui. C'était pas seulement pour ça, mais on en profitait pour faire une grande toilette. Oui. RTL, les grosses têtes de l'été. Souvenez-vous, en octobre dernier, Philippe Bouvard recevait l'académicien Pierre-Jean Rémy, qui publiait alors un livre consacré à Versailles. Pour l'accueillir, Macha Merrill, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Est-ce que vous faites une place à part dans votre cœur au Petit Trianon ? Oui, c'est un lieu de légende. Alors, il a été construit beaucoup plus tard, lui. Il a été construit beaucoup plus tard, et c'est le cadeau que Louis XVI a. Il y a d'abord eu le Trianon de Persolène, sur lequel on a construit Trianon, qui est devenu notre grand Trianon. Oui. Et beaucoup plus tard, on a construit ce que nous appelons le Petit Trianon, qui était le paradis de... C'est là où la reine jouait à la fermière. Ah non, ça c'est le hameau. Non, ça c'est le hameau, mais ça faisait partie. C'est un monde à part, quand même, le hameau. C'était le jardin de Trianon. Ouais. L'ensemble Trianon comprenait, d'une part, le petit Trianon, le petit château où elle écoutait de la musique, où elle avait ses amis, d'où elle renvoyait le roi à 11h du soir parce qu'elle voulait être tranquille. Et puis, à côté, il y avait donc le hameau où elle jouait à la fermière avec des brebis, avec des petits rubans roses autour du cou. Ça remonte même avant Louis XIV, puisque vous expliquez qu'il y avait un domaine sous Louis XIII. Mais c'était un rendez-vous de chasse. Alors, Versailles était un village à l'origine, avec un tout petit château qui était à peu près où se trouve au sommet des 100 marches de Versailles. Et ce château était tombé en décrépitude. Il appartenait à une famille qui s'appelait les Versailles, qui était éteinte. Ça a été acheté par les Gondy, je crois. J'ai un trou tout. Oui, par les Gondy. D'abord, voilà. Et ensuite, on s'est battu pour l'avoir. Un neveu du cardinal de Ray s'est débrouillé pour le récupérer, et le roi Louis XIII, qui aimait venir chasser dans cette région, parce que son père Henri IV, ça remonte même à Henri IV, tout ça. Henri IV adorait chasser dans cette région. Henri IV était heureux ailleurs. Louis XIII, qui était moins heureux dans la vie de tous les jours, s'est mis à aimer cet endroit. Donc il a décidé de faire construire un petit château qu'il a lancé autour de 1623-1624. Et c'est ce petit château qui va être le centre, le cœur vivant de pierre, de marbre, autour duquel va naître Versailles. Et quand Louis XIV, en 1661-62, après avoir vu ce qu'avait fait Fouquet, demandera à Levaux de lui construire un château, il dira surtout respecter
ce chœur, ce centre. En brique, quoi. Voilà, et alors, en brique, avec la cour de marbre. Aujourd'hui, il y a une annexe présidentielle dont on parle beaucoup, c'est la lanterne. C'est autre chose. Oui, c'était un pavillon qui était dans le jardin. Je voulais vous poser une question. Qui a donné l'idée à Louis-Philippe, pour que tout le monde tombe d'accord sur la conservation de Versailles, d'écrire sur la façade à toutes les gloires de la France? Alors, en réalité, Versailles, après la Révolution, a été pillée, a été vidée. D'ailleurs, la Révolution, d'une certaine manière, tous les meubles, mais d'une certaine manière, elle a sauvé le Versailles tel que nous connaissons, parce que Louis XVI commençait à être perméable à certaines idées d'architecture du temps, genre le Doubs, par exemple, et il avait envie de faire une façade avec des grandes colonnes, des grandes choses comme ça. Donc la Révolution, ça s'arrête. Versailles périclite, on ne sait pas ce qu'on en fera, on en fait un hospice, on y loge des sans-domicile fixes qui sont des aristocrates qui reviennent pendant la Restauration et qu'on ne sait pas où mettre, et puis on ne sait vraiment pas qu'en faire, et tout d'un coup germe dans l'idée, je crois que c'est, je ne sais pas qui a donné l'idée à Louis-Philippe, non pas d'écrire cela, mais son idée c'est de faire un formidable musée de l'histoire de la France. Alors ça coûte cher à Versailles, parce qu'on écrase des dizaines et des dizaines d'appartements superbes, de plafonds qui tombent, de fresques qui sont écroulées, de stucs, et on fait toute cette aile dans laquelle il y a ce musée à toutes les gloires de la France, donc, avec des grandes salles un peu austères, pas très belles, il faut bien le reconnaître, au style de Levaux, etc. Succède le style de quelqu'un qui s'appelle Nepneveu, qui était entre autres l'architecte Alors, dans ce musée, Pierre-Jean Rémy, il y a des tableaux de colossaux, et je voudrais en ajouter deux. Je voudrais accrocher deux portraits, des portraits express qui avaient été brossés ici même, l'un de Louis XIV, l'autre de Louis XVI, et les deux peintres, leurs noms vont peut-être vous dire quelque chose, c'était Jacques Martin et Olivier de Kersauzon. Ah, Louis XIV, on enlevait la perruque, un flan à la vanille dans un réfrigérateur en panne. Ah, il s'écroule, il était mou, il avait pas d'os. Il gardait la nuit dans une casserole. C'est bien ça. Mais tous les rois étaient comme ça. Louis XVI, il a englué la guillotine, ils sont obligés de nettoyer le couteau. Je l'ai connu à l'atelier. J'ai écrit dans mon livre Louis XVI et la serrure. Le petit Louis est penché sur l'établi. Ses mains sont grasses. De temps à autre, la lime, par son va-et-vient permanent, rappelle qu'il peut être lui aussi un roi. Son regard se pose sur la serrure pour essayer de le voir à travers elle. Puis ça continue comme ça. Bon camarade? Non, pas tellement. C'était un garçon qui mentait et qui se coupait beaucoup dans ses mensonges. Elle n'avait pas la tête sur les épaules. RTL, les grosses têtes de l'été. Pour l'été, on a gardé le meilleur des grosses têtes et vous en profitez chaque après-midi jusqu'à 17h. Retour sur une émission dont l'invité était Pierre-Jean Rémy, auteur de Versailles, entré dans les coulisses de l'histoire, au micro de Philippe Bouvard. Dans le livre, parce que c'est aussi un essai sur la société de ces siècles-là, vous dites que c'était à la fois le lieu géométrique de la France, l'endroit vers lequel convergeait tout ce que les arts produisaient de mieux, et ça, c'est quand même le grand mérite de Louis XIV, mais aussi que n'importe qui pouvait entrer pour peu qu'il ait une épée. Voilà, c'était... Le projet de Louis XIV était de faire de Versailles le cœur d'une centralisation qui couvrait toute la France, à la fois sur le plan administratif, avec les intendants, etc., à la fois sur le plan même social, en réunissant toute l'aristocratie, en réunissant tout ce qui comptait un peu, à la fois sur le plan artistique, etc., mais dans le même temps, il voulait que ça se sache, il voulait qu'on le voie. À la différence d'un Louis XV qui préférera vivre caché pas seulement pour ses aventures, Louis XIV voulait être vu. Si bien qu'on pouvait assister à son déjeuner, on entrait facilement dans le château, on montait par l'escalier des ambassadeurs ou par un petit escalier qui était à côté, et puis à condition de louer. Parce qu'on louait une épée, on louait un chapeau, on pouvait se promener dans le château et ça n'a quand même pas duré longtemps, parce qu'il en a eu marre de se faire insulter. Ça a duré longtemps. Il a arrêté ça. Il a dû arrêter ça vers 1780. Enfin, le petit lever, il y avait moins de public
Alors il y avait 2 levées. Il y avait le petit lever qui était vraiment avec l'aumônier, avec 2 ou 3... et le porte-coton. Voilà. Et puis alors le grand lever qui était une demi-heure après, alors à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui portait la chemise, qui lui passait la chemise, je crois qu'en général c'est le grand dauphin, il y avait quelqu'un qui lui mettait son épée, et puis il assistait à une deuxième messe en traversant la galerie des glaces, qu'on appelait d'ailleurs la Grande Galerie, et en traversant la Grande Galerie, en saluant, plutôt en se faisant saluer par tous les courtisans qui avaient envie de lui demander quelque chose. Et qui avaient fait leurs besoins au passage tout le long de la galerie. Voilà, mais pas dans la Grande Galerie. Dans les escaliers qui menaient. En général, la fameuse galerie dégueulasse, comme disait un autre Martin. bénéfice que je voulais signaler quand même, à la suite de la fameuse dédicace à toutes les gloires de la France, Louis-Philippe en a profité quand même pour interdire que l'on construise quel que soit le monument en hauteur dans la perspective de Versailles, si bien qu'encore aujourd'hui, il n'y a rien dans la perspective de Versailles. Tout est construit soit du côté de l'autoroute de Mantes, soit du côté de la route de Dreux, mais dans l'axe de Versailles, aucune maison, aucun immeuble n'a jamais été construit depuis Louis-Philippe. Donc on a la même vue que pouvait avoir à l'époque Louis XIV. Alors les grands moments de la journée, c'était les repas du roi. Et dans l'album, il y a le menu du souper du 15 novembre 1762. Alors là, c'est pantagruélique. Hein. Qu'est-ce qu'on avait au menu ce jour-là? Vous avez un choix d'entrée, quartier de veau, vin blanc en blanquette, ou roast de bif, mouton de Choisy. Puis vous avez des ouailles au riz, ouailles au crouton, suivi de potage de santé, potage de potage. Puis vous avez les entrées, petite entrée du jour. Alors c'est un menu où on choisit ou vraiment on sert tout? On sert tout. Mais tout est sur la table. Tout est sur la table. Mais ce sont des dégustations. C'est des toutes petites portions. Ce qu'on pense, c'est que c'était vraiment fait pour goûter. Oui, et aussi essayer des produits nouveaux, des chefs nouveaux, etc. C'était de la dégustation. Il y avait des pastas. Je pense qu'il y avait. Il n'y avait pas de crème moléculaire, non. Il n'y avait pas. Non, non. Attendez. Alors ensuite, il y a 4 relevés. Donc les entrées, il y en a 3, 6, il y en a 12 entrées. Il y a 4 relevés. Il y a 2 grands entremets, dont un pâté. Il y a des moyens, une tourte à la chantilly, un buisson d'écrevisses. Puis il y a des roasts, encore des rots. Alors là, il y en a beaucoup. On passe du sucré au salé. Voilà. Oui, c'est dedans. Et puis alors ensuite, vous avez 16 petits entremets. Alors c'est ça qui me fait rêver. Vous avez du blanc mangé, des tartelettes à l'allemande, des petits pains à la muscovite, des foie gras à la tartare. Vous voyez, Est-ce qu'il y avait du café déjà? Il était en train d'arriver, je crois. Le oui, café. Louis XV. C'est sous Louis XV. Ah oui, puisque c'est Madame de Sévigné qui commençait à en boire. Passera comme non, c'est Jacques Vabre qui a... Louis XV avait dans ce merveilleux jardin autour de Trianon, de Petit Trianon, il y avait des caféiers dans les serres, puisque c'était la première serre importante d'Europe, plus en avance que celle des Hollandais, qui a été détruite après par Marie-Antoinette. Là-dedans, il y avait des caféiers, et ils buvaient le café issu de ces caféiers. Ah oui, d'accord. Et c'est à l'époque qu'il y a le plus célèbre mot sur le café, la France, ton café fout le camp, que la Dubarry aurait dit ou n'aurait pas dit à Louis XV. Avant de monter sa petite affaire de foie gras. Les grosses têtes de l'été, tous les après-midi. Philippe Bouvard. Nous voici donc de nouveau dans le château de Versailles, où l'on mène une joyeuse vie, avec des jeux qui sont souvent d'ailleurs disproportionnés par rapport aux moyens des courtisans qui vivent là-bas. On cite le cas de plusieurs joueurs importants qui se sont ruinés, qui ont dû vendre leur domaine pour payer leurs dettes de jeu. Et puis alors, il y a tout ce qui se passe dans les alcôves. Et alors là, c'est horrible. Hein. Peut-être sonner la cloche. C'est vrai qu'on joue beaucoup à Versailles, du temps de Louis XIV et encore plus sous Louis XV et sous Louis XVI, puisqu'on reprochera à la reine de perdre aussi beaucoup d'argent. Mais on triche même, hein. On triche, et de temps en temps, le roi est obligé de faire de sorte de tombola pour renflouer des joueurs qui ont trop perdu. C'est ce que fait aujourd'hui le président de la République avec les banques. Voilà où on truque un peu le loto de façon à jouer plus pour gagner moins. Donc, il se passe des tas de choses dans les appartements
dans les vrais appartements, dans les couloirs, dans les bosquets. On peut dire que c'est la débauche générale. Voilà, c'est une débauche qui ira grandissant pendant toute le règne de Louis XIV. Il y aura un petit frein lorsque Madame de Maintenon régnera sur tout cela, mais ça se fera encore plus discrètement peut-être. Lorsque le régent, pendant la brève année où il sera à Versailles avant sa mort, régent donc du jeune Louis XV, alors à ce moment-là c'est une débauche affichée, garçons et filles et tout ça partout. Puis après, du temps de Louis XVI, ça sera effréné. Eh bien, nous avons un témoignage d'un de vos voisins de coupole, Max Gallo, qui nous avait donné ici lecture d'une lettre de la princesse Palatine au sujet de la cour de Versailles. Celui qui voudrait détester tous ceux qui aiment les garçons ne pourrait pas aimer ici, à la cour, 6 personnes. Il y en a de tous les genres. Il y en a qui haïssent les femmes comme la mort et ne peuvent aimer que les hommes. D'autres aiment les hommes et les femmes. D'autres aiment seulement les enfants de 10 ou 11 ans, d'autres des jeunes gens de 17 à 25 ans, et ce sont les plus nombreux. Il y a d'autres débauchés qui n'aiment ni les hommes ni les femmes, et qui se divertissent tout seuls, mais ils sont moins nombreux que les autres. Il y en a aussi qui pratiquent la débauche avec tout ce qui leur tombe sous la main, animaux et hommes. La princesse Palatine était bien placée pour dire ça parce que son mari ne l'a pas beaucoup touchée. Enfin, elle l'a touché le temps de faire une ou deux petites duchesses, mais c'est tout. Dites donc, le nombre d'enfants qu'a pu avoir Louis XIV, c'est considérable. Hein. C'est-à-dire il faisait mouche à chaque coup, ou quoi, non? Pas à chaque coup, mais il se conduisait bien en général avec ses enfants. Oui. Il n'y avait pas la pilule, hein, mon petit Philippe. Il n'y avait ni encore, pilule, hein. ni véritable préservatif à la cour, semble-t-il. Voilà. Ah bon Et pas de Viagra, donc. Voilà, et pas de Viagra. Oui, mais apparemment, dans la vigueur de sa jeunesse, ni Louis XIV ni Louis XV n'avaient besoin de Viagra. Peut-être que Louis XVI en aurait eu besoin pendant quelques années. Mais c'est tellement bien conduit avec certains de ses enfants qu'il les a, entre guillemets, légitimés. Et ce sont les enfants qu'il a eu de Madame de Montespan et qui ont failli, à la mort de Louis XIV, bien être, disons, en tête de la ligne successorale. Et il a fallu que l'on... Si le petit duc d'Anjou n'était pas mort, on se demande ce qui serait arrivé, et c'est pour ça, entre autres choses, qu'on a cassé le testament de Louis XIV. Et la reine était au courant? La reine était au courant au début. Mais elle disait, on s'aime comme au premier jour. Voilà, et puis au début, je crois que la reine et le roi se s'entendaient bien, et puis très très vite, la reine s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle laisse la bride sur le cou de son On lui présentait les enfants adultérins? Oh ben, elle le connaissait, tout ça se passait en famille. Ah, bah, mon loulou. Vous voyez, ça va même très loin, mais alors là c'est pas les enfants adultérins, mais les enfants de Madame de Montespan étaient élevés par une dame qui était la veuve Scarron, qui deviendra la favorite organatique de Louis XIV. Donc tout ça se faisait en famille. On se croirait au FMI là-dedans. Dans le menu de tout à l'heure, il y avait même des filles adultérines. Et à l'époque où Madame de Montespan intervient, elle est obligée de traverser la chambre de Mademoiselle de Lavallière, qui est encore officiellement la maîtresse, pour aller chez le roi. Oh là là, ça se fait pas. C'est plus les Bourbons, c'est les tuyaux de poêle. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Alors, une enquête intéressante sur les superstitions. En dépit de toutes les avancées scientifiques, les superstitions n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors qu'en principe, on est entré dans le rationnel. Sur le contradictoire. Mais ce sont les mythes, on ne peut pas vivre sans. Les voyants n'ont jamais eu autant de croyances. Très à table, c'est très rare de voir des gens qui mangent très à table. Hein. Ouais. Pour certains, c'est totalement insupportable, ils s'en vont. Je veux dire, ou alors ils divisent la table en deux et ça fait 2 tables. Déjà, quand on invite 4 personnes, c'est cher, mais alors... Non, moi, c'est passer le sel de la main à la main. C'est terrible. On se fâche. Jamais je le fais. Jamais. Ah, oui. On se fâche. Alors que ça, oui, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je passe sous une échelle, ça m'est égal. Alors ça, chapeau sur un lit, je fais pas non plus. Ah, ça, c'est très mauvais. Oui. Chapeau sur un lit. Tu touches du bois. Et le pain à l'envers. Quand tu dis pas à l'envers, favorable. Oui, tu touches du bois. Ça, c'était ma grand-mère. Je me faisais fâcher quand j'avais le pain à l'envers. Pas d'argent dans la maison, ça veut dire. Quelqu'un d'autre. Vous touchez du bois, les deux? Ah oui, on touche du bois tous les deux, oui. Vous alliez de plus en plus loin, hein. Alors, ils se sont penchés sur la superstition de l'échelle. Quelques personnes qui sont dans le bâtiment avaient peur de recevoir un pot de peinture, parce qu'il y en a souvent en haut de l'échelle. Mais que la plupart, et c'est c'est la définition même de la superstition, associaient une cause et un effet.
qui n'ont rien à voir. Hein. Par exemple, je passe sous une échelle, ma femme me quitte demain. Apparemment, ça n'a rien à voir. À moins qu'elle soit avec le peintre que sur Oui. Et qu'il ait un meilleur coup de pinceau que vous. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Si vous êtes marié avec un pompier, vous pouvez regarder si. Ah, mais là, vous faites l'amour sur une grande échelle. Voilà. Ça doit être avec une excitant, grosse ça. lance. Et puis, il y a le fameux chiffre 13 qui n'intervient pas seulement à table. Hein. Oui, puis il y a des. Il y a les hôpitaux, on enlève la chambre 13, les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Il n'y a pas de 13e étage. Il n'y a pas de 13e, oui, bien sûr. Oui, pour les tours américaines. Oui, dans les tours américaines, il n'y a pas immeuble de 10 étages, il n'y avait pas de 13e. Ah oui. Et maintenant, ils ont enlevé le 11 dans les tours américaines. Oui. Ils ont enlevé le 11. Et c'est pas fini. Vous n'avez pas pu suivre toutes les grosses têtes cette année. Vous avez tout l'été pour vous rattraper avec les meilleurs moments. Jusqu'à 17h, on revit la rencontre entre l'académicien Pierre-Jean Rémy, spécialiste de Versailles, et toute l'équipe de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Jean-Pierre Coff. Ça bouge en province et ça bouge en Belgique. Il y avait une chaîne de télévision belge qui vient de déprogrammer une émission sur le plat préféré d'Adolf Hitler. Ils avaient fait une grande émission sur la gastronomie et les gens au pouvoir. Bon, évidemment, Adolf Hitler, ça s'imposait pas, mais ils avaient découvert qu'il aimait beaucoup la truite au beurre. Et alors c'est là où ça a chopé. Au beurre, pas au bleu. Oui. Servi avec des pommes au four. Alors là, les pommes au four, c'est pas de bon goût. C'était pas de bon goût. Non, c'est pas de bon goût. Alors ils ont remis tout ça au réfrigérateur. Hein. Quel intérêt, franchement. Mais à la FIAC, vous avez vu qu'on n'a pas remis au réfrigérateur les 12 ou 14 peintures de Hitler, qui se sont vendus 800 000 €, quelque chose comme ça. Si. Qui était un mauvais peintre en plus. C'était un mauvais peintre, oui. Cela dit, si ça avait été dommage qu'il n'ait pas été un bon peintre. Oui, parce qu'on aurait économisé des millions de vies. Hein. Ah oui. Question de M. Bourbin. Qui fut chargé d'annoncer à Louis XVI qu'on venait de le condamner à mort? Ah, je le savais. Oui, moi aussi, je le savais. Ah ben non, c'était le bourreau. Là, le bourreau est intervenu un peu plus tard, quand même. Un journaliste? Non, c'était un de ses avocats. C'était son avocat, un de ses avocats. Alors, c'est Malzerbe, c'est qui? Non, c'est Malzerbe. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. C'est Malzerbe. Parce que, Pierre, on t'avait fait un boulevard. En général, j'ai failli dire un bouvard, Malzerbe. En général, quand quelqu'un est condamné à mort, l'avocat, c'est Collard. Hein. Mais le pauvre Malzerbe, ou Lombard, il est passé aussi. Lombard est quand même. Question de M. Lucas. Quel est le privilège nobiliaire dont bénéficiait la marquise de Pompadour? Elle avait un titre qui n'existait pas en France. Alors, c'est vrai que le titre a été créé pour elle. Oui. Elle était marquise. Alors, elle était duchesse. Non, elle était... Marquise. Elle était marquise parce qu'elle vivait sous une véranda. Elle était née Poisson, hein? Oui, bien sûr. Oui. Boudros et Marquise. Un bras si léger. Donc on lui avait créé des ancêtres. On lui avait fait... Non, on lui avait... Elle était super marquise, sur-marquise. Elle avait le droit de porter une couronne. On lui avait donné quelque chose en plus des autres. Non, c'était dans la noblesse française, outre le fait que c'était les princes, parce que les princes elle n'était pas prince du sang. Non. Non, bien sûr que non. Non, c'était un cas, une exception dans la noblesse française. Elle avait le droit de fumer la pipe? Non. C'est dans la hiérarchie, non? Oui. C'est dans la façon dont elle avait été nommée marquise. Par le roi. C'est pas qu'elle pouvait transmettre son titre nommé par le roi directement. Par le roi Elle pouvait transmettre aux filles, oui, bien sûr. aux filles, aux fils aînés. C'est marquise à vie. Non, il y avait un privilège. Non, pas un privilège, une particularité qui d'ailleurs arrangeait bien le roi. Par le Vatican, il avait fait nommer. Elle pouvait être révoquée. Non. Elle n'était marquise qu'à la cour. Marquise d'un autre pays. Non. Ses enfants n'étaient pas légitimés. Non, enfin il y en a eu, je crois qu'il y en a eu un. La pompe. Elle avait une pension pour être... Tout le monde avait des pensions. Oui. Elle était célibataire, non? Un truc comme ça, ou veuve. Alors, elle était célibataire. Il n'y avait pas de marquis de Pompadour. Voilà, eh bien, la bonne réponse est tombée avec le gong, donc elle est bonne. Et c'est Jacques Maillot qui l'a fait. Question de Monsieur Gentil. De quel handicap souffrait Louise de La Vallière? Elle était boiteuse. Oui. Elle avait un accident de cheval.
Ah, disons. Mais apparemment, c'était le grand amour du roi. Hein. Ça a été le deuxième grand amour, mais peut-être le plus durable avec Marie Mancini d'abord. C'était la nièce de Mazarin. Marie Mancini était la nièce de Mazarin et la petite Lavallière est celle pour laquelle il a inventé tous les plaisirs de l'île enchantée et les grandes fêtes dans le jardin de Versailles. Madame Romer demande pourquoi Louis XV intima-t-il l'ordre à sa favorite, la Pompadour, d'exiler sans plus tarder son père en province. Parce qu'il faisait beaucoup d'affaires. La famille Poisson s'est occupée de construction ou quelque chose comme ça et il a gagné pas mal Oui, enfin ça, le roi ne lui reprochait pas. Il était boucher en dépit de son nom, Poisson. Ensuite, il s'est occupé de... ou son frère, il y a eu des poissons. Il a fait des affaires, mais ça, le roi ne lui a pas reproché. Boucherie nage comme un poisson. Hein. Le roi lui a reproché son comportement vis-à-vis de lui. Mais il le voyait d'un très mauvais œil. Il lui parlait trop familièrement. Et oui. Il était trop intime. Un jour, il lui avait tapé sur le dos, il lui avait dit bonjour mon gendre, et ça va Loulou mal pris. Bonne réponse de Macha Méry. C'est certain que Loulou, ça... Et le roi lui a dit casse-toi pauvre con. Question de monsieur Jandel. Qui était autorisé à fumer sa pipe devant Louis XIV? Madame de Maintenon. Le commissaire Maigret, non? Non. Quelqu'un qui d'ailleurs n'avait même pas demandé la permission, mais il a eu une tolérance. Son ministre, le régent, son grand ministre. Enfin, celui qui sera le régent, Orléans. Non. C'est un animal? Alors, c'était un homme... Un ministre? Non, pas du tout, absolument pas, mais pour lequel le roi avait une grande considération. Son jardinier. Compte tenu de sa bravoure, de sa carrière. C'est un héros. Ah oui, alors c'est... Louvois, Colbert, De Gaulle. Non, il n'appartenait pas du tout au gouvernement, mais il avait souvent... Son médecin. Représenté la France. Son dentiste. Un aventurier. D'Artagnan. Non. Il avait fait Koh-Lanta. Un corsaire. Oui. Ouais, c'est Jean Bart. C'est Jean Bart. Bonne réponse de Pierre Bellemare qui sauve l'honneur. Dans quelques minutes encore, Philippe Bouvard reçoit Pierre-Jean Rémy, académicien, dans vos grosses têtes de l'été. La honte de l'invité d'honneur. C'est une honte cinématographique. Oui, c'est une honte littéraire. C'est une honte à deux niveaux. Il y a une époque où je me trouvais sans poste et j'avais un grand ami qui s'appelait Pierre Cast, qui était un metteur en scène de cinéma, un des créateurs des Cahiers du cinéma, de la pré-nouvelle vague. Il avait écrit un rôle pour un de ses amis qui était Louis Malle. Et Louis Malle, ne pouvant pas le suivre au Brésil à ce moment-là pour tourner un film qui s'appelait Un animal doué de déraison, et il me propose de jouer le rôle et je devais avoir une scène d'amour avec une jeune femme. Alors, ça se passe à deux niveaux, la honte. Il me propose de jouer une scène d'amour, il me demande de jouer une scène d'amour avec une jeune femme. Ben, vous allez voir, C'était une Brésilienne idiote, comme tout, très moche de visage, mais avec les seins les plus extraordinaires qui traversaient la pièce. Je l'ai croisé au bois cette nuit. Voilà. Alors, ils ont dû tomber depuis l'époque. Et j'avais le troisième rôle masculin, et le premier rôle, c'était Jean-Claude Brialy. Et Jean-Claude me dit, écoute, il faut que tu vois si c'est siliconé ou pas. Alors, première honte, j'étais déjà un peu lourd, j'avais une espèce de petit peignoir qui m'arrivait au ras les fesses, et j'essaie de toucher, ça n'était pas synchronisé ensuite, et il me disait, touche pas les seins, et c'est devenu mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Et tout le monde m'a dit c'était lamentable, etc. Mais la suite, c'est quand le film sort 2 ans après à la télévision, et mes enfants disent, il y a un film dans lequel joue papa, viens, ils font venir des tas de copains, et ils sont fous de joie, et moi j'avais vu le film quand même, je savais ce que c'était, il a fait quand même 626 entrées aux Racines en 15 semaines, donc c'était un succès formidable. Et donc, on est tous autour de la télévision. À l'époque, j'habitais rue Pierre-Nicole. Et puis, au moment de cette scène, ils avaient venir des petits copains. Mon fils Antoine dit « La honte, papa, on fout le camp, on va boire du coca à côté ». Et voilà, et je me suis rendu compte que j'avais été humilié vis-à-vis de mes enfants par la faute de Jean-Claude Brialy, de Pierre Cast et de cette fille avec ses seins formidables que je n'ai même pas pu toucher. Alors, était-il siliconé? Eh ben, je ne l'ai pas su. Je ne l'ai pas su puisque je ne pouvais pas toucher. On était tellement fauchés qu'on pouvait faire une seule prise. Ben oui, il y a une seule prise toujours avec la même fille. Toujours avec la même fille, on devait descendre d'un... Mais tel que je vous connais, vous avez dû l'inviter à boire un verre après. Non, elle avait une sale gueule.
Il était moche. Mais riche. Dernière citation que nous a envoyée M. Lebovici de Paris. Quel homme politique français disait en parlant de son secrétaire particulier « Il est tellement dévoué que quand je pète, c'est lui qui pue ». Clémenceau. C'est Clémenceau. oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et c'est Macha Merrill qui va raconter l'histoire du jour envoyée par Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Alors, ces deux blondes, toujours les fameuses deux blondes, en visite, sont en admiration devant le tombeau de Napoléon Ier. Ici, fait le guide, furent transférées en 1840 les cendres de l'empereur. À ce moment, une blonde se tourne vers sa copine et dit « Tu savais, toi, que Napoléon était mort dans un incendie ?» Il est 17h. Un parfum d'été souffle sur vos grosses têtes. Sélection des meilleurs moments tous les après-midi, 16h, 18h. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. À la tête des 100 jardiniers qui encore aujourd'hui ratissent les allées du plus beau parc de France, Alain Baraton, qui est passé des plates-bandes au monarque obsédé, explique très crûment pourquoi les buissons méritent souvent le nom de fourré. À l'en croire, du déniaisement de Louis XIV jusqu'à la mort de Louis XVI, la vie à Versailles a été une gigantesque partouze. Avec tous les détails à la clé, les mamans venant proposer leur très jeune fille au roi et aux nobles, les favorites succédant aux favorites sous le regard résigné des reines, et puis dans le parc aux cerfs de Louis XV, un véritable élevage de tendrons à l'usage exclusif du roi. Il prétend aussi que le Père-Lachaise a forniqué avec la Maintenon, que si Louis XVI préférait ses chères serrures au sexe féminin, Marie-Antoinette était une véritable bacchante, bisexuelle de surcroît, que des anonymes ont aujourd'hui pris la relève, que les gardiens surprennent encore en pleine nuit, en train de ressusciter les fastes amoureux du grand siècle. Baraton, coupable d'avoir publié L'amour à Versailles, dont il est, je vous le rappelle, le jardinier en chef, est mis de ce fait en garde à oui. Alain Baraton, la plupart des 43 qui ont fait la France ne pensaient-ils qu'à ça? Alors je pense que le pouvoir fait tourner les têtes et surtout celles des dames. Et quand vous avez la chance d'être de monarque de droit absolu, de posséder des palais extraordinaires. Avec un droit de cuissage permanent. Hein. Oui, même si le droit de cuissage d'ailleurs n'a jamais vraiment existé, il y avait quand même cette puissance. Et puis quand on s'appelle Louis XIV par exemple, et que l'on a un palais qui a des dizaines de chambres, la tentation est quand même très grande. Et pas seulement des chambres, des KGB, des couloirs. Hein, on pouvait vraiment faire ça dans tous les coins. Hein. Sur le toit, dans les jardins, dans les souterrains, absolument partout. Oui. Plus le chiffre est important, plus la femme succombe. Louis XIII, moins que Louis XIV. Alors Benoît XVI, il doit y aller à fond la caisse. Et Jean 23. Oh, Jean 23. Est-ce que vous accordez la palme dans ce domaine, alors justement, à Louis XIV ou à Louis XV? Non, à Louis XV, incontestablement. Louis XIV était un séducteur, Louis XV était un obsédé sexuel, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Louis XV ne vivait que pour ça. Oui. Oui. Alors, en plus, il aimait les tendrons. Hein, dans son parc aux cerfs, il y avait des mineurs. Ah, des mineurs tellement mineurs d'ailleurs qu'il recommandait à son valet, l'expression n'est pas très belle d'ailleurs, mais il demandait à ce qu'on lui trouve les jeunes femmes les plus neuves possibles. Ah, les plus neuves. Il était limite pédophile, il faut bien l'avouer. Oui, la petite Catherine d'ailleurs, à l'époque, a fait ses débuts là, Catherine de Neuve. Hein, qui... Oh, franchement, Philippe! Oh, Philippe! Il y a longtemps. Ah ouais. Il y a très longtemps. Et alors, le valet de chambre était aussi l'essayeur. Hein. Ah, oui, alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que Louis XV, pour être sûr de ne pas contracter de maladie, préférait avant tout contact faire tester ses futurs partenaires. Et le valet Lebel, c'est son nom, avait pour mission de dénicher dans Paris les plus jolies femmes et de les tester avant de les présenter au roi pour être sûr qu'elles étaient indemnes. Elle n'était pas neuve alors, elle n'était pas pucelle. Il testait. Non, mais lui, il testait des femmes, justement, qui étaient généralement neuves, mais le valet Lebel, étant un homme prudent et ne voulant pas prendre trop de risques non plus, avait lui-même des apprentis. Oh merde, vous imaginez ces pauvres gamines, il fallait qu'elles passent par la... Est-ce que le roi Soleil était un bon coup?
On pense que oui, parce qu'il a quand même eu des femmes de qualité exceptionnelle. Je pense à la Montespan, je pense à Louise de la Vallière. Il était réputé pour être un séducteur. Mais enfin, vers la fin, il y avait du mou dans la corde à nœuds. Hein. Oui, pas seulement. J'ai toujours souri quand on regarde Louis XIV au cinéma. On le représente toujours un peu sous les traits de Clark Gable, un homme droit. C'est pas lui vraiment. Et en fait, physiquement, c'était pas ça du tout. C'était un abo. Hein. Alors, il était petit, il avait une loupe sur le crâne qui rendait donc son apparence assez la loupe et le soleil, il avait le et il feu avait surtout il avait surtout une dentition terrible et une haleine qui vous bloquait un bœuf à 20 pas. Oui, c'était terrible. Il se lavait une fois par an. Il se lavait une fois par an. Il avait des problèmes de palais. Moyennant quoi, toutes les femmes de la cour se disputaient l'honneur de partager sa couche. Hein. Et les maris faisaient tout pour présenter au roi, comment dire, leur compagne dans l'espoir. Ça, c'est peut-être s'en débarrasser. C'était peut-être en Montespan. Oui, il a fait sa crise de jalousie, mais peut-être n'a-t-il pas été payé ou remercié comme il l'espérait. Alors, est-ce qu'il faut pour autant assimiler, comme vous paraissez le faire, le grand siècle à une gigantesque partouze? Ah, bien sûr, incontestablement, c'était quelque chose d'étonnant. Je vais vous citer simplement un exemple. Imaginez la duchesse de Retz. Nous sommes à l'époque... Elle avait deux Retz. À la fin de la Régence, Louis XV n'est pas encore vraiment installé à Versailles. Elle se promène dans les jardins de Versailles entièrement nue, ce qui attire quelques convoitises. Et pour vous montrer l'état d'esprit de l'époque, elle se fait appeler elle-même Madame le Fiche-le-moi. C'est quand même pas... c'est pas mal, c'est le Fiche-le-moi, c'est un joli sobriquet. Alors ça vous montre l'état d'esprit de l'époque. Versailles était un lupanar absolument incroyable. Au Palais Royal, ça commençait déjà. Ils étaient réputés le soir au Palais Royal que toutes les femmes et les hommes se retrouvaient là déjà. Et c'était le plus grand rassemblement de prostituées à Paris, effectivement. C'était l'époque, pour vous donner une idée de l'état d'esprit, où les maisons de tolérance se mettaient dans des rues que l'on baptisait en fonction donc de cette installation. Il y avait la rue Trousse-Boudin à Paris. C'était comme ça existe toujours. Il y avait une autre rue s'appelait la rue Brisemiche. Ce sont des rues qui existe toujours. Elle est près de l'hôtel de ville, effectivement. Elle existe toujours. Il y a la rue de la Cossonnerie aussi, mais ça n'a pas de rapport. D'où tenez-vous que le père Lachaise, qui était le confesseur du roi, et forniqué avec Madame de Maintenon. Du billet envoyé par Madame de Maintenon à son laquais qui fut intercepté. Madame de Maintenon a épousé le roi. Nous sommes après 1683. Elle entretient une relation, on va dire, coupable avec un laquais. Ce laquais lui manque terriblement et elle lui fait parvenir un billet lui ordonnant de la rejoindre le soir même dans son lit. Elle donne des instructions. La porte sera ouverte. Et à l'époque, tout le monde espionne tout le monde. Et la demoiselle d'honneur chargée de porter le billet au laquais est interceptée par le confesseur du roi, le père Lachaise. Et le père Lachaise se fait passer pour le laquais, rentre dans la chambre à la place, comment dire, du laquais. Et on prétend qu'il aurait été pris d'une quinte de toux, aurait été démasqué par Madame de Maintenon, mais qu'il ne serait parti finalement qu'au lever du jour. C'est pour ça qu'il a été récompensé d'un cimetière, alors. Oui, c'est pas impossible. C'était le premier poker, il y avait une quinte et une belle paire. 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. C'est une spéciale Versailles cet après-midi dans vos grosses têtes. En juin, Philippe Bouvard recevait Alain Baraton, auteur de L'amour à Versailles. Pour les entourer, Marianne James, Jean-Pierre Coff, Philippe Chevalier, Bernard Mabille et Jacques Maillot. Jusqu'à présent, vous nous aviez fait découvrir le château de Versailles et surtout cet immense parc qui l'entoure de façon un peu moins égrillarde. Hein. Bon, bien sûr, il y avait ici et là des petites intrigues, mais là, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus que ça. Versailles a été bâti sur une succession d'histoires amoureuses de son origine, où la reine de France, Marie de Médicis, n'hésite pas à faire assassiner un financier pour faire plaisir à son mignon, qui est archevêque. Louis XIII, homme très maladroit, qui tente tout pour séduire Madrid de Hautefort, puis Mademoiselle de Lafayette et le marquis de Cinq-Mars. C'est une succession d'amour. Sans amour, il n'y aurait pas Versailles. Oui. Louis XIII, c'était pas un grand amoureux. Hein. C'était quelqu'un de relativement piètre, j'allais dire, au lit. Il faut savoir qu'entre le moment où il est marié, mais il est marié très tôt, il a 14 ans, et le moment où il consomme réellement, il faut attendre 3 ans. Il faudra attendre 23 ans avant que de cette union avec Anne d'Autriche naisse Louis XIV, ce qui fait dire Elle était vilaine, en fait, Louis XIII n'a pas été capable ou ne pouvait pas avoir d'enfant, et on suppute même que le cardinal Mazarin, et si vous le permettez, nous en parlions. Et Mazarin, il y avait à l'époque des pamphlets qui circulaient sur la relation, et on écrit dans toutes les rues de Paris, je cite, les couilles de Mazarin
homme fin, ne travaille pas en vain, car à chaque coup qu'il donne, il fait branler la couronne. C'est beau. C'est beau. Mais on dit d'ailleurs qu'il rachetait ses libelles, ses pamphlets, et puis qu'il les revendait ensuite. En fait, il était au courant de ce qu'on disait. Tout le monde était au courant de tout. Versailles, Paris, la royauté, c'est une maison de verre. Tout le monde espionne tout le monde sait tout sur tout le monde. Et c'est comme ça que l'on a pu, et que j'ai pu d'ailleurs aujourd'hui, rappeler toutes ces anecdotes croustillantes, parce que elles figurent toutes dans des écrits d'époque, dans des ouvrages. On écrit beaucoup en ce temps-là. On a l'impression que vous vous êtes baladé le soir dans des endroits inconnus de vous seul, et que vous avez ramassé des petites culottes de l'époque. Pas nécessairement, mais je n'avais pas de petites culottes. Vous pouvez faire de l'engrais avec, hein. Ce qui m'étonne, c'est que vous êtes en train de parler d'amour alors que vous le racontez avec des histoires de trous de cul. C'est quand même formidable. Mais c'est pas incompatible. Non, quand même. Mais c'est parce que dans la phraséologie française, il y a faire l'amour, c'est à la fois avoir un grand sentiment et puis faire ce que vous dites. Oui. Pourtant, la langue est riche, mais on n'a qu'une expression pour désigner ça. Alors, je voudrais maintenant vous faire entendre un témoignage, et puis alors là, un témoignage académique de quelqu'un qui a une respectabilité entière, c'est Max Gallo. Et ici, un jour, il nous avait décrit l'atmosphère qui régnait à la cour de Louis XIV à travers un extrait d'une lettre de la princesse Palatine. Celui qui voudrait détester tous ceux qui aiment les garçons ne pourrait pas aimer ici, à la cour, 6 personnes. Il y en a de tous les genres. Il y en a qui haïssent les femmes comme la mort et ne peuvent aimer que les hommes. D'autres aiment les hommes et les femmes. D'autres aiment seulement les enfants de 10 ou 11 ans, d'autres des jeunes gens de 17 à 25 ans, et ce sont les plus nombreux. Il y a d'autres débauchés qui n'aiment ni les hommes ni les femmes, et qui se divertissent tout seuls, mais ils sont moins nombreux que les autres. Il y en a aussi qui pratiquent la débauche avec tout ce qui leur tombe sous la main, animaux et hommes. Vous vous rendez compte de ce raccourci, mais un très beau raccourci qui reflète parfaitement la réalité versaillaise. Quand on pense que ce sont nos aïeux, disons, ça fait peur. Et c'est pas ce qui a amené la Révolution au bout d'un moment, tout ça? Si, bien sûr. La Révolution, elle venait aussi que ça prenait de telles proportions, et pas seulement dans un lit, dans toute la dépense et la non-moralité, parce qu'au bout d'un moment, le peuple, lui, ne suivait plus. Alors justement, puisqu'on en est à la Révolution, il faut bien dire un mot de Louis XVI, qui était le moins agité des monarques, sur ce plan-là. Oui, mais il avait quelques difficultés, j'allais dire, à accomplir. Il se demandait à l'époque s'il pouvait, je cite, ériger, et apparemment cela créait quelques difficultés. Il aimait les serrures, vous voyez, il fallait qu'il il aimait les trous, quand même. Non, puis il n'avait pas la tête à ça. Mais est-ce que la République a mis fin à ces pratiques? Est-ce qu'aujourd'hui... On en est pour l'instant au roi et à Marie-Antoinette, qui, elle, apparaît à travers ce livre plutôt comme une bacchante. Oui, alors Marie-Antoinette, qui est l'une des reines favorites, je crois, de Jean-Pierre Coff, il a pour elle une véritable, je crois, adoration. Est-ce qu'elle a eu une vraie relation avec Fersen et avec la princesse de Lamballe, sa copine? Alors, avant que je ne rencontre Jean-Pierre, j'avais une vision de Marie-Antoinette extrêmement positive. Et à force d'entendre Jean-Pierre employer des qualificatifs aussi, j'allais dire, soutenus, j'ai donc enquêté. Et j'ai découvert quelques histoires assez drôles. Au tout début du règne de Louis XVI, Marie-Antoinette a la rougeole et il faut immédiatement l'isoler du roi. Et elle va donc séjourner au Petit Trianon entourée de 4 marquis ou barons avec qui elle va rester enfermée sans aucun contact avec l'extérieur pendant 3 jours. Curieusement, que ce soit le comte d'Estrosi, que ce soit le baron de Buzenval, aucun n'est médecin. Il paraît que Estrosi était déjà dans le coup, là. Et donc, il était motodidacte. Et donc, déjà. Il est moins rose aujourd'hui. Il est vrai que Marie-Antoinette a eu une petite période agitée. Il est vrai qu'elle aurait eu une relation avec Fersen. Et il est tellement Il était un très bel homme. Il était très bel homme. Et on pense même que l'enfant qu'elle a eu, le futur Louis XVII, était peut-être le fils de Fersen. À tel point que lors de l'accouchement, Louis XVI s'est exclamé et l'a noté dans son livre: il ressemble à mon fils. Ah oui. Elle n'a pas eu d'enfant avec la princesse de Lamballe, en revanche. Pas à ma connaissance. Les grosses têtes de l'été sur RTL. Alain Baraton est l'invité aujourd'hui de vos grosses têtes de l'été, une émission du mois de juin où il était question de l'amour à Versailles. Philippe Bouvard. Madame Cassagne, qui a dit « Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe ».
Oh, c'est joli. Alphonse Allais. Est-ce que c'est beau? François Truffaut. Non. La suite, la comtesse de Villemorin. Non. Ah ben... C'est un jardinier lui-même? Alors, bon, il a fini sa vie dans un grand domaine, mais je pense qu'il ne jardinait pas lui-même. Il jouait moins avec les plantes qu'avec les mots. Ah bah ça pourrait être Léon Zitrone. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Excellente réponse de Jacques Maillot. Et puis la deuxième citation qui, j'espère, va vous faire sourire, Alain Baraton. Elle émane de Monsieur Fournier qui a dit « Je me demande pourquoi les gens s'obstinent dans les parcs et les jardins à attendre que les feuilles soient mortes pour les ramasser en se baissant, alors que ce serait beaucoup plus pratique de les couper quand elles sont encore vertes. » C'est Pierre Dac? Non, alors, c'est plus près de nous, très près de nous, mais là... Des proches. Non, Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Marianne Pierce. Alors, il existait donc à Versailles une tolérance pour les amours champêtres. Hein. Ah oui. C'était pas toujours dans le palais. Ah non, c'était surtout à l'extérieur. Imaginez, à l'époque, dans le palais, il y a des milliers de courtisans. Le palais est impraticable. En plus, des odeurs sont épouvantables. Et quand vous avez la chance d'avoir un parc sous Louis XIV qui fait 8000 hectares, c'est l'occasion de s'isoler, de s'éloigner et d'aller... Tout à l'heure, vous parliez des bosquets que l'on appelait fourrés. On les appelait aussi chambres de verdure. Peut-être que l'appellation chambre attirait quelques courtisans. Et alors, on se lavait le cul dans les bassins ou quoi? On se baignait éventuellement dans les bassins. C'était une époque où le bain... on avait appelé ça, d'ailleurs, que les femmes amoureuses s'y trempaient, la pièce d'eau des cuisses. Mais vous parlez des odeurs. Est-ce que les parfums vraiment ont été inventés en France pour couvrir cette... En partie. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne se lavaient pas ou très peu. Sous Louis XIV, lorsque le roi prenait son bain annuel, il était saigné avant et après, parce que l'épreuve de l'eau était, paraît-il, extrêmement incroyable. L'odeur était pestilentielle. C'était l'époque où vous aviez comme sanitaire dans le château ce qu'on appelait les porteurs de seaux qui circulaient. Et ces porteurs de seaux, ne voulant pas perdre d'éventuels clients, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres et à jeter côté jardin le contenu du récipient. Ça vous donne une idée épouvantable. Mais ça faisait de l'engrais, hein. Ça, oui. Sauf que c'est ce qu'on appelle le garde des Sceaux. C'est Rachida Dati qui fait ça. Alors justement, répondez Alain Baraton, si vous le pouvez, mais je le crois, à cette question de Madame Manizan de Capdenac-Gare. Au château de Versailles, du temps de Louis XIV, on en recensait 274. De quoi s'agit-il? 274. Des seaux hygiéniques. Alors, ça s'appelait pas comme ça. Des pots de chambre. Ça s'appelait pas comme Des ça. chaises percées. Des chaises percées. Bravo, Bonne réponse de Marianne. 274 chaises percées. Oui. Mais après, comme il n'y avait pas de tout à l'égout, il fallait bien... Et après la chaise percée, sont arrivés les bidets. Ça a été la grande époque du bidet sous Louis XV. Il était donc on se lavait. On se lavait. Ah non, pas dans les jardins. jardins. Si on dans les jardins, il fallait se laver tout de suite après. Non, à l'époque, on ne se lavait pas après. Je pense qu'ils n'en étaient plus à ça après. Ah oui, c'est pour ça qu'elles étaient toutes enceintes tout le temps. Ah bah bien sûr. Mais il n'y avait pas de préservatif. La contraception n'était pas vraiment employée. Les préservatifs, c'est une très vieille, comment dire, invention. Il y avait de la vessie de porc, non? Mais on ne s'en servait pas chez nous au XVIIe siècle. Non. Suite de vos grosses têtes de l'été sur RTL avec les meilleurs moments comme chaque après-midi. Aujourd'hui, on revient ensemble l'émission du 5 juin dernier lorsque Philippe Bouvard recevait Alain Baraton, auteur de son livre L'amour à Versailles. Est-ce que les amours champêtres ont perduré? Est-ce qu'il y en a encore certains? Beaucoup moins, et je le déplore. La tempête de 1999 a dû réduire le nombre d'endroits accueillants. Hein. Et voilà où est le problème. 18 000 arbres sont à terre, les bosquets disparaissent, et bien les amoureux disparaissent avec la tempête. Le vent a fait fuir l'ensemble des amoureux. Je le dis souvent avec un petit peu d'humour. Lorsque j'ai débuté ma carrière dans les années 1976, j'assistais tous les jours à 4, 5, voire 10 coïts assumés. Aujourd'hui, c'est à peu près une moyenne annuelle, ça devient dramatique. Vous n'aviez pas besoin d'aller. Peut-être que les gens baisent moins aussi, non? Je le pense aussi. C'est pour ça que vous êtes désabonné à Canal+. Oui, complètement. Ça faisait double emploi.
Non, mais en Alors, 66. vous ouvrez votre fenêtre, même où vous écartez un peu le rideau, et vous voyez des gens s'ébattre dans la nature. Alors pas tous les jours, n'exagérons pas, mais souvenez-vous, j'ai même eu la chance d'avoir une jeune femme qui se déshabillait sous mes fenêtres pour être prise en photographie par son amant. J'ai d'ailleurs moi-même de ma fenêtre fait des photos assez réussies, je dois le reconnaître, mais c'est assez régulier, oui. Mais quel bordel à Versailles. Tu demandes l'heure, c'est le buisson qui te répond. C'est faux. Alors, bordel n'est pas un mot qu'emploie un autre académicien français, parce qu'ils se sont tous beaucoup intéressés au grand siècle et à Versailles, Pierre-Jean Rémy, mais lui, c'est le terme de débauche qui lui vient sous la plume et aux lèvres quand il évoque le roi Louis XIV. Il se passe des tas de choses dans les appartements, dans les vrais appartements, dans les couloirs, dans les bosquets. C'est une débauche qui ira grandissant pendant toute le règne de Louis XIV. Et la reine était au courant. La reine était au courant. Au début, je crois que la reine et le roi se s'entendaient bien, et puis très très vite, la reine s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle laisse la bride sur le coude. Et à l'époque où Madame de Montespan intervient, elle est obligée de traverser la chambre de Mademoiselle de la Vallière, qui est encore officiellement la maîtresse, pour aller chez le roi. Mais les enfants de Madame de Montespan étaient élevés par une dame qui était la veuve Scarron, qui deviendra la favorite morganatique de Louis XIV. Donc tout ça se faisait en famille. Ce qui est curieux, et ça paraît aussi dans votre livre, et maintenant c'est historique, c'est ce relais qui s'organisait. Je veux dire, une maîtresse en titre un peu vieillissante qui trouvait celle qui lui donnerait un petit coup de main, si l'on peut dire. Ah, tout de suite. Le bon temps, Il y a eu au tout début du règne de Louis XIV une histoire assez incroyable. Le roi est un jeune adolescent et ça devient la course, j'allais dire, à son pucelage. Quelle est la dame de la cour qui allait avoir la première Celle qui l'a déniaisée, vous en faites un portrait qui n'est pas ragoûtant. Catherine Bélier. La baronne de Beauvais, légèrement boitillante, borgne, le visage couvert de vérole. Elle avait un petit bouc aussi, Madame Bélier. Oui. Extrêmement perverse. Elle était même surnommée Cato la borgnesse. Ça vous donne... Et elle a été somptueusement récompensée de ses bons offices. Oui, tout à fait. Mais le problème, quand il a cette relation avec Cato la borgnesse, ça devient absolument épouvantable. Il faut donc immédiatement masquer, cette relation, d'autant plus que le roi s'affiche dorénavant avec la femme de son frère. En un mot, il est l'amant de sa belle-sœur. Alors, on a parlé d'inceste, c'est pas tout à fait un inceste. Non, c'est pas forcément un inceste au sens où on l'entend, mais c'était pas très moral non plus. Et puis c'est pas grave si ça sort pas de la famille. Oui, mais la famille, c'est plus les Bourbons, c'est tuyau de poil. Non, mais c'est pas un inceste du tout. C'est la notion d'inceste, c'est quand c'est ta famille. Quand c'est du même sang. Avec votre fille ou votre fils, si c'est votre belle-sœur. C'est pas un joli ceste, mais c'est pas un inceste. Mais c'est pas. Oui, avec sa belle-sœur, c'est pas de l'inceste. Mais non, c'est normal. C'est simplement désobligeant pour le frère. Voilà. Et pas sympathique, disons. Désobligeant, le terme est un peu fort. C'est Madame Henriette, celle dont Bossuet avait prononcé le célèbre éloge funèbre. Oui, tout à fait. Le même Bossuet qui avait mis en garde le roi Louis XIV sur sa relation avec Louise de la Vallière. Louise de la Vallière qui devient, j'allais dire, le paravent du roi, qui est arrivé pour masquer les amours. Le paravent, elle a quand même eu 7 ou 8 enfants avec lui, comme paravent. Elle aimait bien le nœud, Madame de la Vallière. Oui. Mais il paraît qu'elle faisait des choses Madame de la Vallière avait fait pour la première fois au roi une cravate de notaire. Évidemment. Lorsque Louis XV est admiratif devant les prestations de Madame du Barry, il se retourne vers son valet Lebel en disant « Extraordinaire cette femme, elle fait des choses fabuleuses ». Et le valet lui répond « Si vous êtes étonné, sire, c'est que vous n'êtes jamais allé au bordel ». Donc c'est quand même des techniques... Parce qu'elle avait été pensionnaire dans une célèbre maison. Elle était connue sous le nom de Mademoiselle Lange. Elle avait une chose extraordinaire pour s'attirer une clientèle. Elle faisait croire au tout Paris qu'elle était vierge. Et les hommes parisiens fortunés payaient une fortune pour avoir la fleur de Madame du Barry. Elle était sympa, mais elle avait le foie gras quand même. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur des grosses têtes avec aujourd'hui le jardinier de Versailles, Alain Baraton, reçu en juin dernier par Philippe Bouvard et ses sociétaires. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Dans l'Antiquité grecque, comment s'appelait l'esclave jardinier qui reconnut Ulysse ?
Ah oui. Il porte un nom grec, évidemment. Cérébos. C'est pas loin. C'est pas loin. Ça manque pas de sel, ce que tu viens de dire. Ah oui. Alors, comment s'appelait cet esclave? Ça se termine en os. Mélénos. Ça se termine en os. Et c'est pas Nikos. Merde, c'est un os. Pas Madélios. Non. Marcos. Mouscouros. Totos. Pedros. Pénépolos. Bouquet de roses. C'est pas la petite grosse. La petite grosse. En fait, il avait reconnu Ulysse avant même que le chien d'Ulysse reconnaisse son maître. Bah oui, mais ça... La v'là ma grosse. On va perdre, personne sait. Bah non, oui. C'est le chien qui a dû souffrir. Enfin, monsieur Marathon, alors. Mais non. Enfin, Jean-Pierre. Eh ben, c'est une question qui vaut 300 €. Et ces 300 € vont échoir à Monsieur Félix de Poitiers, car cet esclave jardinier qui avait reconnu Ulysse, c'était le jardinier Dolios. Ah non, je ne le connaissais pas. Et là, je dis, oh merde, alors. Ah oui. Ah, bah, t'étais pas loin, hein. Non, là, je suis toujours très près des jardiniers. Question de confiance. Quelle fut la favorite la plus aimée? La Maintenon, la Montespan, la Pompadour ou la Dubarry? Oh, je crois que c'est certainement la Pompadour. La Pompadour, Louis XV en était fou, tellement fou que lorsqu'elle est morte après 20 ans d'union, le roi s'est isolé au Grand Trianon pour pleurer, et je crois que vraiment, la Pompadour a marqué déjà, c'était une femme intelligente, une femme qui était une grande mécène, une femme de pouvoir qui dirigeait d'ailleurs le gouvernement, c'était une femme d'autorité absolument incontestable, et je crois que réellement, Louis XV a vraiment été chagriné de la mort de la Pompadour. Saint-Simon raconte que ce jour-là, en voyant passer l'enterrement, qui ne suivait pas, mais qui regardait par une fenêtre du château, et alors qu'il pleuvait, il aurait dit « La marquise n'aura pas beau temps pour son dernier voyage ». Oui, j'ai toujours été très prudent de ces belles phrases. Ont-elles vraiment été écrites ou prononcées peut-être? Il y a eu des phrases magnifiques, effectivement, tout comme cette phrase de Louis XIV qui apprend le décès de son épouse et qui dit « C'est bien là le seul chagrin qu'elle m'ait causé ». Donc il y a quand même de grandes phrases, mais je suis quand même très prudent. Il faut savoir que lorsque les grands de ce monde mouraient et qu'ils devaient être enterrés, c'était dans des conditions épouvantables. Le cercueil de Louis XIV a quitté Versailles la nuit pour éviter justement les liesses de joie sur son passage. Le cercueil, comment dire, de Louis XV qui part en direction de Saint-Denis, eh bien le peuple applaudit en criant « Taillot, Taillot ». Alors qu'on l'avait surnommé le bien-aimé. Le bien-aimé, on l'avait surnommé ainsi lorsqu'il était tombé souffrant dans la cathédrale de Reims. Et puis après, l'homme se comporte d'une façon absolument égoïste, un peu lamentable, dépensier, ne tient pas compte des besoins du peuple. Et comme le disait Marianne James il y a quelque temps, eh bien effectivement, 20 ans plus tard, c'est la Révolution. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui est, demande Monsieur Romain, protégé par une cupule? Un ongle? Non, la fleur. Ah non, ça vous confondez avec la lulule. Ah, la lulule. Alors, la fleur, c'est la et le cul, moi, la fleur de c'est dans le pavot. jardin. Ça doit être une. C'est la cloche qu'on met sur Non. les. C'est pas un la fruit. cloche en verre. Non, c'est la fleur de pavot qui est protégée C'est pas par le gland. Ça n'a rien à voir avec. Exactement. la cupule. C'est ce qui recouvre le gland. Tout à fait. C'est-à-dire le préservatif. Mais alors c'est le nom technique de ce qui recouvre le gland. Oui, tout à fait. C'est le petit chapeau qui permet effectivement au gland de se maintenir. Tu viens la voir, ma Un petit cupule. chapeau qui permet au gland de se maintenir. Attendez les gars, réfléchissez. Mais j'ai pas de petit chapeau à cet endroit-là, moi. Moi, c'est plutôt un chapeau melon qu'un chapeau haute forme. Hein. Tant que c'est pas un chapeau, On peut mou, même ça dire va. un chapeau mou. Alors que Rocco Siffredi, c'est un Borsalino, lui. Hein. Philippe Bouvard vous accompagne avec les grosses têtes de l'été. On revit quelques-uns des meilleurs moments, et notamment celui-ci jusqu'à 18h, en compagnie d'Alain Baraton, auteur, entre autres, de L'amour à Versailles. Qu'est-ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les bijoux de religieuses? Oh, j'ai une histoire à ce sujet extraordinaire. Les bijoux de religieuses, ce sont des instruments qui permettent aux femmes seules de s'amuser en l'absence de leur mari. Ça s'appelle un godemichet maintenant. Ça s'appelle un godemichet. Et j'ai trouvé en préparant le livre un document extraordinaire et je l'ai vu. Certains hommes, nous sommes au XVIIIe siècle, la mode est au libertinage. Il est de bon ton pour une femme d'avoir un amant. Il est de bon ton pour le mari de payer un amant à son épouse. C'est assez extraordinaire. Et vous avez des hommes quittant la France pour quelque temps qui offrent à leur épouse
un bijou de religieuse. Et on les appelle d'ailleurs ainsi parce que c'était la dénommée Madame Gourland qui approvisionnait toutes les maisons de tolérance et les couvents à l'époque de ce type d'appareil. Eh bien, vous avez des hommes très raffinés qui offraient à leur épouse un godemichet, et ce godemichet avait à l'extrémité peint leur visage. C'est bon. Oh, la mauvaise idée. Il y avait de la sophistication quand même. C'est vrai que c'est plus facile à rentrer que la tête entière. Il n'y a pas une collection de tous ces Godemichel alors? Il n'y a pas un très beau musée il doit y en avoir énormément. Si, bien sûr. Si, bien sûr. D'abord, il y a le musée de la préfecture de police. Il y a un musée de l'érotisme à Pigalle. Question de Madame Potiez. Qui utilisait des seaux en porcelaine de Sèvres pour traire des vaches et des brebis? Marie-Antoinette. Bonne réponse de Bernard Mabille. Question de Monsieur Lucas. À qui l'hortensia, arbrisseau venu de Chine, doit-il son nom? Attention, il faut être prudent. Hortense. Oui, alors c'est certainement à la reine Hortense. La reine Hortense qui a écrit des phrases absolument magnifiques. Entre autres, il y a cette phrase qui est savoureuse, qu'elle disait, et je parle bien de la reine Hortense, qu'elle n'aimait pas les hommes qui portent des culottes de zouave, parce qu'avec ce type de pantalon, on ne sait pas ce que les hommes pensent. J'aime beaucoup cette petite phrase. Il y a aujourd'hui une sorte de problème sur la dénomination de l'hortensia, parce qu'il n'est pas impossible que Hortense... C'est pas elle qui l'a baptisé ainsi. C'était pour Hortense, mais qu'est-ce qui a eu l'idée? Hortensia? Non. Bah non, c'était Joséphine. Mais c'était Joséphine de Beauharnais. Oui. Oh, je savais pas qu'on avait un contrôle d'histoire aujourd'hui. Alors sortez une feuille. Parce que c'est la mère de Napoléon III, la reine Hortense. Bon, parlons de cul, c'est beaucoup plus drôle, on s'en fout de la reine Hortense. Tous les noms de fleurs partent d'un souvent, oui. Beaucoup de plantes. Anémone, c'est la femme de... Oui, c'est ça. Ah, dites donc, alors la famille Giscard, elle est très fleurie. Hein. Ah oui. Il y a Anémone, Jacinthe, Hyacinthe, Valériane. Oui. C'est plutôt une tisane. Ouais. Marijuana. Marijuana quand il se laisse aller un peu. Question de Monsieur Folenfant. Du temps de Louis XIV, qui étaient des duchesses à brevet? Abreuvé comme pour boire. Comme un brevet. Comme un brevet, le brevet élémentaire. Elle possédait une espèce de diplôme symbolique qui leur donnait un certain droit. Celle qui avait couché avec le roi. Non. Avec le fils du roi. Elle ne se couchait pas, mais elle avait le droit de regarder. Non. De déshabiller le roi. De mettre son doigt. Non. Je parle de la position, je parle pas du geste. De monter, d'être dessus. Sur les genoux. De se coucher dans le lit du roi. Non. Et quelque chose qu'on faisait rarement en présence du roi. De s'asseoir. De s'asseoir. Ah oui. Bonne réponse d'Alain Baraton. Alors, à propos de Madame de Maintenon, on a un témoignage de première main, si l'on peut dire. C'est celui de Marie-Christine Barrault, qui, dans l'allée du roi, avait incarné ce personnage sur scène. Elle était belle, mais elle était moins sexy que Madame de Montespan. Et le roi, qui s'est tenu très très bien pendant longtemps, mais à la fin, elle s'en est un peu plainte. À 77 ans, elle dit le roi me rendait encore ses devoirs conjugaux avec une régularité de jeune homme plus digne en vérité d'étonnement que d'éloge. Si elle avait 77 ans, il en avait 75, mais il continuait quand même à exiger son dû. Il y a un moment très drôle où elle raconte sa vie de 6h du matin à 10h du soir. Je peux vous dire que personne d'entre nous n'a envie de vivre cette vie-là. Et à 4h, il arrive et pendant 1 heure, soit elle reçoit ses caresses, soit elle console ses peines. C'était dit avec quand même beaucoup d'élégance. Il y a ce film magnifique, donc L'Allée du Roi, avec Dominique Blanc, qui interprète le même rôle que Marie-Christine Barrault, et qui est prodigieux sur la reconstitution historique, sur les costumes, et sur ce calvaire de cette femme qui a été fidèle à son roi tard. Oui, mais qui a aussi tout fait pour en arriver là où elle était, qui a vécu à une époque où il n'était pas bon d'être du peuple, qui a donc été néanmoins dans des conditions assez confortables. La fille poisson. Et qui quand même n'était pas paresseuse sous l'homme. Hein.
Ah non, La mais femme, c'est la femme poisson. La femme- La preuve, c'est qu'on l'avait surnommée Montès Tutu-Pampan. C'était pas la femme. C'était pas la femme poisson. Mais est- non, la Maintenon n'a rien à voir. La femme Poisson, c'était la Pompadour. Jeanne Poisson. C'est la Pompadour. Elle s'appelait Qui était comment d'ailleurs alors, fille de celle-là boucher, non pas de poissonnier. C'est l'ex-Madame Scarron. Madame Scarron, voilà, Madame Voilà. Scarron, pardon. Elle prenait des Mais noms de Madame scène, de en fin de Pompadour était d'une très bonne famille. Non, mais son père était son boucher. père avait une très belle situation. Il était boucher. Il était bouché. Dirigé sur la Méditerranée à Pompadour. Ils n'ont manqué de rien, les poissons. Ah, non, ils avaient Non, de l'eau. c'était une famille tout à fait honorable. Bien Voilà, sûr, tout à fait. enfin, je cite pratiquement Baraton dans le texte et vous êtes en train de me contredire. Merde. Elle était très frileuse, hein, Madame Poisson. Ah oui, elle disait, était frileuse, elle disait on se l'écaille. Les grosses têtes de l'été sur RTL. Hop, je loue un appart. Hop, je pars. Hop, je loue un appart. Hop, je pars. La nouvelle colle Idéfix de Sader est idéale pour les locataires. Avec Idéfix de Sader, on peut fixer, coller et décoller, même plusieurs années après. Fini les murs percés, fini les murs abîmés. Grâce à Idéfix de Sader, c'est sa caution qu'on récupère. Sader, ça adhère. Ah, c'est la saison des légumes Prince de Bretagne. J'ai fait le plein de fraîcheur. Artichauts, tomates et brocolis. Tu viens de Bretagne? Tu rigoles? Je les ai trouvés dans le magasin juste en bas de chez toi. En tout cas, ils ont l'air frais cueillis, tes princes de Bretagne. Prince de Bretagne, les légumes frais, tout simplement. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes de l'été. Philippe Bouvard. Question de Madame Potiez. Autrefois, quel médicament fabriquait-on avec de l'écorce de saule? L'aspirine. L'aspirine. Bonne réponse d'Alain Baraton. Question de Madame Romer. D'où prévient le bois d'amourette qui sert à fabriquer des objets précieux comme les échiquiers? Le rosier. Le buis. Non. La violette, le bois de violette. Non. Le laurier. L'if. Non, mais ce bois donne des fleurs, hein, vous avez raison. Le Camélia. mimosa. Le mimosa. Waouh. Bonne réponse de Bernard Mabille. Je ne savais pas. Question de Monsieur Lopez. Autrefois, qui désignait-on sous le nom de Reine Blanche? C'est une prune, non? Non. Oui, parce qu'il y a la reine Claude qui tenait une maison close. C'est un fruit ou c'est une femme? Alors, ça désignait une vraie reine, mais dont avec une certaine caractéristique. Qui était vierge. Non. Qui avait été épousée de manière morganatique. Non, qui a épousé. Qui avait des pertes? Non. Non, mais toi, Bah t'es non, bah bon. attendez, je sais pas, moi je non, cherche. il cherche. On est là Fais pour pas- chercher, on Bah cherche. oui, on peut pas Fais pas l'empêcher. de naïf. Non. Ouh, tu es rouge, tu es honte. Ouh. Reine blanche. Ah ben voilà, maintenant, voilà, on Alors, est perdu avec tes conneries. ça revient plusieurs fois et généralement la C'est reine une reine blanche qui n'a pas d'enfant. Une reine vierge. Répudiée. C'est une Non, reine. Elle n'est pas répudiée. Elle n'est pas encore pubère. vierge. Elle est Encore pubère. Ils elle font est. chambre à part. Elle n'a pas eu d'enfant. peu importe. Elle est reine à sa Elle ne naissance. règne pas. Non, elle n'est pas reine à sa naissance, ou en tout cas elle est reine par alliance. Et puis un jour, elle s'habille tout en blanc, d'où son surnom de reine Ah, parce qu'elle devient Elle rentre au religieuse. couvent. Elle Elle rentre au couvent. Elle rentre au Mais couvent. ne peut plus Créé. Non, Non, bah, ça pourrait être ça. Oui, ah bah oui. Bah oui, bien entendu. Elle est enceinte, elle va avoir. Non. Elle va à une fête chez Barclay. Elle est veuve. Mais pourquoi elle s'habille en blanc? Je sais pas. Elle est indisposée ce jour-là. Alors, le blanc à l'époque est une couleur qui Mortuaire. Elle est veuve. qui a une signification particulière. Quand elle a perdu son père et Elle sa est en mère. deuil. Elle est en deuil. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu son elle a époux. perdu son Elle est époux. veuve. Et voilà. Elle est veuve. Elle est veuve. Elle est veuve. Veuve. C'est comme en Chine, le deuil, c'était le blanc. Oui. Voilà. Et donc, la reine blanche, c'est la veuve d'un roi. Ouais. Bonne réponse de Jacques Maillot. Elle est veuve. Et moi, allez, je sens le Il y a camembert. encore des gens qui font ça. Ah oui, Marianne avait Ah oui, répondu. c'est Marianne, elle avait commencé à donner une vague idée. Ouais. Il y a des gens qui portent le feuille en Moi, blanc. une vague idée. Mais Moi, une si belle plante. Moi, je l'ai dit tout de suite. Oui, Bah mais oui. moi je l'avais dit l'année dernière quand la question avait été posée. Alors, il y a plein de choses vues par Alain Baraton dans ce livre. Bien sûr, celle qui se passait au XVIIIe siècle, il n'en a pas été le témoin direct, mais par exemple, il vous est arrivé de votre première rencontre avec les voyeurs, vous vous souvenez? Ah, très très bien, je roulais en voiture dans les grandes allées du parc, l'herbe n'est jamais tendue très courte, donc elle fait 40 ou 50 cm, et je vois l'herbe bouger, je pile net de peur de rouler sur un lapin, je sors de la voiture et je découvre deux jeunes femmes dans le plus simple appareil,
en train de s'amuser entre elles, et je suis pris à partie par une dizaine de mateurs qui étaient cachés à proximité, et j'ai dû partir contraint et forcé, car je risquais de mauvais coups. Monsieur Baraton, vous rentrez dans quel état dans votre bureau après? Enfin, veuillez m'excuser, vous n'avez pas les mains dans la terre. Non, alors, mais vos mains, vous en faites quoi? Madame Corinne est là. Corinne, elle a un boulot de dingue avec vous, parce qu'avec tout ce que vous racontez... Le parc n'est pas fermé, je comprends pas. Mais c'est dans la journée. Dans la journée. Il y a tous les jours quantité d'anecdotes. Je raconte par exemple cette histoire qui m'a beaucoup frappé. Nous sommes en 1976, époque de la grande canicule. Vous avez 18 ans? Un jeune couple est sur le Grand Canal en train de faire du bateau, de la barque. Au milieu du Grand Canal, loin de tout, la demoiselle décide de faire, j'allais dire, une gentillesse au rameur. Le garçon trouve que la situation est agréable, il ferme les yeux. La demoiselle, elle, est concentrée sur ce qu'elle fait. La barque finit par dériver jusqu'aux berges du Grand Canal devant 200 à 300 personnes qui assistent au spectacle. Voilà un exemple. Mais on va aller visiter les jardins plus souvent. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'était l'époque de la grande canule, hein. C'était de la... Vous demandez la verge du rabbin. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas jardinier au bois de Boulogne? Non, attends, il y a un truc qui va pas. Alors il y a l'habitué des années 80. Ah, c'est une comédienne très connue, paraît-il. Oui. Mais dont vous donnez pas le nom. Non, je Pourquoi? Elle vit toujours? Oui, elle vit toujours. Voilà, mais mes moyens ne me permettent pas d'assurer un long procès en diffamation. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans le jardin? Cette comédienne très connue a toujours aimé montrer ses compétences, ses prouesses techniques aux visiteurs. Donc les cibles sont les Asiatiques, qui apparemment elle ne doit pas être connue au Japon ou en Chine. Et le but de cette comédienne, c'est d'attendre qu'un groupe d'Asiatiques se dirige vers le hameau de la Reine. Et là, avec son amie, elle se lance dans une explication technique absolument de haute volée. Voilà, en un mot, elle s'exhibait, pour être plus exact, devant les Asiatiques dans les jardins. Et ce qui était très amusant, c'est qu'on la voyait, nous, l'après-midi dans les jardins, et le soir, les jardiniers achetaient les revues où elle paraissait assez régulièrement en couverture. Elle est très âgée? Je ne répondrai à rien. On ne sait pas qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très débridée, apparemment. Et qu'est-ce qui se passe plus tard, sous la République? Il n'y a pas d'amour particulière, De Gaulle au Trianon? Non, mais c'est à Versailles que De Gaulle a demandé la main à Yvonne. C'est pas vrai. Il ne devait pas la Non, mais vous avez des sprays... Il y a dû y avoir une petite période de fiançailles. Ils sont montés sur une barque, Yvonne a fermé les yeux. Et ils ont dérivé vers le Grand Canal. Et aujourd'hui, la barque s'appelle le Charles de Gaulle. RTL, les grosses têtes de l'été. Et avant de retrouver Stéphane Carpentier pour RTL Soir, profitez du dernier moment en compagnie de Philippe Bouvard, l'invité Alain Baraton, le célèbre jardinier de Versailles. Le coup de sang de l'invité d'honneur. Tiens, c'est drôle, c'est la SNCF alors. Oui, c'est la voix de la SNCF. Je ne supporte plus cette voix féminine qui vous donne les horaires de train. Elle est gentille. Vous partez à Paris-Montparnasse à 12h, vous arrivez dans le sud de la France à 15h, c'est la même voix qui vous accueille. Moi, j'aime bien. J'ai l'impression qu'elle m'a suivi partout. Mais le pire, c'est que quand vous êtes dans une gare de province, que votre TGV a du retard, au lieu de vous dire que votre train a du retard, elle va rappeler que le TGV 88-24 attendu c'est toujours saccadé 14h24, entrera en gare avec tant de minutes de retard. C'est saccadé parce qu'il y a le chef de gare derrière elle. Voilà. Hein, alors... Elle s'appelle Simone, je la connais. C'est une femme absolument charmante. Je voudrais la saluer. Simone, je t'embrasse. N'écoute pas ce que dit Baraton. Il est chaud. Non, attendez, vous êtes en train de mélanger les appels préenregistrés, les généraux, avec généralement une préposée locale qui donne les informations au dernier moment. C'est très très rare la préposée locale. C'est souvent non, mais il y en a dans toutes les gares. C'est le chef de gare. Mais non, c'est pas le chef de gare. Oh, mais je l'ai dit. Non, ne disputez pas, je vais dire. Non. De toute façon, le chef de gare... Quand il sait que Philippe est dans le train, il prend une voix de fille. Bonjour, le train vient d'arriver. On refait la voix de fille, t'es trop mignon. Oui, tu fais bien. Oh, t'as tes petites joues qui remontent. Bonjour. L'autre jour, moi, j'ai entendu dans le train, et c'est très difficile d'entendre dans le train, parce qu'il y a de l'écho. Il faut avoir vraiment l'oreille très près. Il faut avoir l'oreille très basse. Non, c'est difficile parce que la sonorisation ne marche généralement pas. Et au lieu de dire qu'on était en panne sur la voie, puisqu'on était arrêté en pleine campagne, on a entendu une voix, parce qu'il y a des jolies contrôleuses en plus, qui a dit « Nous nous sommes arrêtés parce que la gare prochaine est occupée ».
Les Allemands étaient toujours. La honte de l'invité. La honte. Ça s'est produit il y a quelques années à Grenoble. Je donne une conférence sur les écorces d'arbres. Alors imaginez qu'une conférence sur les écorces d'arbres a pour public généralement des personnes d'un certain âge. C'est pas d'une très grande gaieté. Nous sommes à Grenoble. J'arrive donc avec un petit peu... Non mais ça aurait pu être ailleurs. Hein. C'est pas... sur l'écorce. C'est gentil. J'arrive donc dans cette salle des fêtes. J'installe mon ordinateur. Sur l'ordinateur, quantité de photos d'écorces, bien évidemment. J'en mets une sur l'écran. Je mets le réglage, tout est impeccable. La conférence ne va attaquer que dans 10 minutes. J'ai donc le temps de sortir, fumer une petite cigarette. Et au bout de 5 minutes, je suis devant la porte, j'entends des éclats de rire. Je me demande ce qui se passe. Je rentre dans la salle et je vois défiler sur l'écran des photos de l'actrice Laura Antonelli entièrement nue. Alors, imaginez mon émoi. Alors, je me précipite pour éteindre l'ordinateur. La salle n'était pas très grande, mais moi j'ai cru qu'elle faisait des kilomètres de long. Et que dire aux personnes. Alors, l'explication, c'est un ami qui connaissait ma passion pour cette actrice italienne. Moi, je me rappelle Malicia, lorsqu'elle grimpe sur le petit escalier pour attendre. Taisez-vous, on n'en peut plus. Aujourd'hui, du foin de charge. Et cet ami m'avait, pour me faire plaisir, installé ce qu'on appelle en diaporama sur mon PC. Et bien, tout simplement, des photos qui se déclenchent quand on a cessé d'utiliser l'ordinateur au bout d'un certain temps. Alors ça, c'est la première honte. Mais la deuxième honte, et je vais profiter de l'heure de l'antenne pour m'excuser, c'est que ne trouvant pas de prétexte valable, j'ai dit aux personnes présentes que la prochaine fois, j'éviterai d'emprunter l'ordinateur de mon fils. J'ai honte. Ça, c'est très faux cul. Dernière citation de Madame Loret, qui a dit « Tout jardin est d'abord l'apprentissage du temps qu'il fait, de la pluie, du vent, du soleil et du temps qui passe. » Le cycle des saisons. Ah bah c'est drôlement bien. C'est beau. Qui c'est qui a dit ça? Alors, il vit toujours, et je vais vous donner une petite indication. C'est une femme. Il est de l'Académie française. Bah c'est du Tour. Ormesson. Éric Orsenna, bonne réponse d'Alain Baraton. C'est Jean-Pierre. Et Jean-Pierre qui l'a dit aussi. Moi, je l'ai lu sur vos lèvres. Laissez-lui sa seule bonne réponse. Je vous signale que depuis le début de cette émission, vous nous tournez le dos à tous les trois. Exactement. Vous n'avez pas regardé une fois. Mais... Voilà, nous avons répondu. Mais c'est à toutes les questions. Et vous leur avez dit que c'était eux qui répondaient bien. Vous croyez que c'est amusant de travailler dans des conditions? Bravo Jean-Pierre. C'est vrai quand même. Mauvaise soirée. Et j'ai même dit tout à l'heure que Éric Orsenna était le frère de Marguerite Orsenna, qui était aussi de l'Académie française, et ça n'a intéressé personne. Voilà. Et c'est Et c'est pas parce que Philippe vous tourne le dos qu'il faut en profiter. Hein. Mais c'est vrai, vous nous tournez le dos. Mais non, mais c'est indécent. C'est Bernard Mabille qui va raconter l'histoire envoyée par Madame Léonard de Rouen. Vous voyez bien, c'est lui qui fait ses... Et voilà, c'est pas de notre côté. On se paraît à Roland. Ça se passe, si tu permets, Jean-Pierre. Oh, ça va. Et fais pas ton falot, hein. Ça se passe sur une petite route de campagne en été, au moment où le conducteur de camion arrive en haut de la côte. Il se rend compte qu'un couple est en train de faire l'amour au beau milieu de la route. Alors le camionneur appuie frénétiquement sur son klaxon et freine du mieux qu'il peut en même temps. Pendant ce temps-là, le couple n'arrête pas sa fornication. Le camion parvient à s'immobiliser à 20 cm des deux inconscients et le chauffeur descend de son véhicule complètement furibard. « Vous êtes fous, j'ai failli vous rouler dessus !» À ce moment-là, l'homme du couple se relève, regarde le chauffeur et lui dit « Ben, c'est que j'allais venir, elle allait venir et vous alliez venir. Mais vous étiez le seul à avoir des freins. » Voilà, un grand merci Alain Baraton pour être venu nous parler de l'amour à Versailles et en formulant le vœu que le filon versaillais lui inspire encore d'autres livres très réussis. Merci, bravo, à demain.